Bonjour à toutes pour le moment. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le format est un peu différent. Bonjour Annie, bonjour Catherine, bonjour Daniel, bonjour Honorine, bonjour Mariam, bonjour Nathalie, bonjour Suzy, bonjour Barbe, bonjour Fifi. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la 5e ou 6e conférence. Ça passe tellement vite que je m'en mêle les pinceaux. Alors ce soir, je serai votre voix off. La facilitatrice du jour va nous rejoindre dans quelques instants. Prenez place, asseyez-vous confortablement, prenez à boire, à manger et n'oubliez pas votre cahier et votre stylo. Avant de commencer, je veux juste nous rappeler que nous sommes aux conférences virtuelles qui ont lieu, pardon, tous les deuxième mercredi de chaque mois, donc avec Beyond, être pour donner. Donc Beyond est un apostolat de la fraternité, foi et prière qui accompagne les cadres et les professionnels dans leur épanouissement et leur rayonnement afin qu'ils aillent au-delà de ce qu'ils sont et qui donnent encore plus que ce qu'ils n'ont. Et aujourd'hui, la thématique du jour, c'est Reflect and Improve, adapter la mentalité de l'amélioration continue. Donc, comment s'améliorer au quotidien dans sa vie perso et surtout dans sa vie professionnelle afin d'être encore plus que ce que nous avons l'habitude d'être. Donc, comment se former de manière continue, qu'est-ce qu'il faut faire et nous allons le faire avec euh, plus qu'une membre de Beyond cette fois-ci, mais avec sa casquette professionnelle, Madame Aurélie Hanouna. Donc, on attend juste que notre facilitatrice du jour, que je vais vous laisser découvrir, se présente et moi, je serai votre voix off pour aujourd'hui. On salue les personnes qui viennent de nous rejoindre. Alix, bonsoir. Chloé, bonsoir. Féline, bonsoir. Aboubacar, bonsoir. N'hésitez pas alors à nous dire dans le chat, je vais voir si le chat est ouvert et s'il n'est pas ouvert, je vais vous l'ouvrir tout de suite pour que vous puissiez. Voilà, le chat est ouvert. Voilà, et notre facilitatrice du jour est arrivée, donc la voix off se mute. À tout à l'heure. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette conférence Beyond donc sur le thème Reflect and Improve. Je suis Raïssa Tété et donc je serai votre facilitatrice aujourd'hui. C'est un véritable plaisir d'être avec vous. Donc on va attendre quelques minutes que plus de personnes se connectent. Donc comme Ashley de Huge nous l'a annoncé tout à l'heure, la conférence a pour thème Reflect and Improve. Donc, comment adopter la mentalité de l'amélioration continue? Tout un programme. Donc, n'hésitez pas, vous qui êtes déjà connectés, à partager en fait avec vos amis, avec vos proches, toutes les personnes qui ont voilà, besoin d'entendre ce message que nous allons partager ensemble ce soir avec donc Aurélie Hanouma, qui est effectivement membre de Beyond, qu'on aura la joie d'accueillir aujourd'hui et qui va nous parler de cette mentalité de l'amélioration continue. Quel impact ça peut avoir sur nos vies au quotidien et en particulier dans le monde professionnel. On va voir que adopter cette mentalité-là va vraiment être quelque chose de déterminant qui va permettre de nous transformer et de vivre des choses excellentes dans notre travail. Donc, n'hésitez surtout pas à partager, qu'on soit encore plus nombreux à vivre ce moment qui, je vous le promets, sera très intense. Bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées. Continuez de vous connecter. On va démarrer dans quelques minutes. Voilà, connectez-vous. Super. Nous sommes à peu près une vingtaine, donc on va attendre encore quelques instants qu'il y ait plus de personnes qui se connectent.
Bonsoir Chloé de Beson, on est ravis que tu sois avec nous. Bienvenue à tous et à chacun. Continuez de partager hein, pour qu'il y ait plus de personnes qui soient là. Donc le thème est extrêmement riche, ça va être extrêmement intéressant. Rebonjour à Ashley depuis Abidjan. Ça va être très intéressant, ça va être très intense. Nous sommes ensemble pour 1 heure, on sera ensemble jusqu'aux alentours de 22 h, 22 h 05, 10 maximum, heure de Paris et donc 20 h, heure d'Abidjan. Donc, continuez à vous connecter, on va démarrer dans une petite minute. Peut-être que Ashley, notre voix off, tu peux déjà partager le sondage, notre premier sondage, s'il te plaît. Oui, je le partage tout de suite. Alors, il est lancé. À quelle fréquence prends-tu le temps de réfléchir sur toi, tes expériences et tes actions? À quelle fréquence prends-tu le temps de réfléchir sur toi, tes expériences et tes actions? Nous sommes 14. Pour le moment, il y a 3 personnes qui ont réagi au sondage. C'est une très bonne question pour amorcer ce début de conférence. Combien sommes-nous à prendre du temps pour réfléchir sur nous, sur nos expériences, sur nos actions et en particulier pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui dans le monde du travail? Combien est-ce que nous sommes à prendre ce temps d'introspection, à réfléchir sur les actions que nous avons posées et leurs conséquences au quotidien dans notre travail? J'ai hâte de voir les résultats. N'hésitez pas à voter. Donc là, pour l'instant, on a un taux de participation de 56 personnes. Il reste à peu près 7 personnes. Euh, N'hésitez pas, on attend les autres qui sont connectés. On vous attend, on veut voir vos votes, on veut savoir est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent chez vous, est-ce que c'est jamais? Auquel cas vous êtes au bon endroit parce que c'est quelque chose qu'il va falloir démarrer. Est-ce que c'est quelque chose qui est régulier, fréquent, lointain, qu'on fait 1 fois par an, 1 fois par mois, 1 fois par jour? On ne sait jamais, il y a peut-être des gens très, très réguliers dans cet exercice-là. Allez, pour Donc, les on six attend encore quelques. derniers, ouais, Oui, pour les 6 derniers, plus que 5. vous avez la chance qu'il n'y a pas les noms, sinon comme j'allais vous pointer du doigt. Pas de délation, Ashley, pas de délation. On est gentil. Donc, on attend la fin des votes pour avoir les résultats et j'ai vraiment hâte d'avoir les résultats. Bon, on va laisser une petite minute pour clôturer. Il reste 5 personnes. 4. Voilà. Et puis, en attendant que ça se termine, je nous propose d'accueillir donc notre panéliste de ce soir, Madame Aurélie Anouma. Bonsoir Aurélie. Bonsoir à tous, bonsoir Aïssa, bonsoir Ashley, bonsoir à tous les participants. Quel J'espère que vous sourire allez bien. radieux. Toujours. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous, Aurélie. Je ne vais pas te Pareil. spoiler, je vais te laisser te présenter. Très bien. Je pense qu'on me connaît un tout petit peu pour les fidèles de Beyond, des conférences Beyond. Donc, d'habitude, j'ai plutôt la casquette de facilitatrice. Ce soir, je suis panéliste. Euh, Dans la vie, je suis professionnelle des ressources humaines. Je cumule 10 ans de métier. Je suis basée en Côte d'Ivoire. J'ai la charge du département ressources humaines au sein d'une entreprise industrielle. Et je suis ravie d'être là ce soir avec vous pour partager un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'essaie de m'appliquer à moi-même et de partager aussi à mon environnement personnel et professionnel dans l'accompagnement des collaborateurs et des managers. Donc, ravie d'être là et impatiente d'avoir cet échange avec tout le monde.
Super, merci beaucoup Aurélie. Très belle introduction. Alors, est-ce qu'on a un peu plus de résultats? On va peut-être arrêter Très le bien. vote en l'état. On a un taux de participation de 76%, 46%. Donc, je répète la question pour les personnes qui nous rejoignent. À quelle fréquence prends-tu le temps de réfléchir sur toi, tes expériences et tes actions? Donc, 46% des personnes, ils prennent un temps quotidien, suivi de 31% des personnes qui le font annuellement. Et nous avons après ex aequo hebdomadairement, trimestriellement et jamais. Voilà. À 8%, pardon. À 8%. Non. Ouais. Super. Merci beaucoup pour ces résultats. Alors, je trouve que ce sont des résultats plutôt positifs de savoir qu'il y a 46% en tout cas des personnes qui sont avec nous ce soir, qui ont cette habitude régulière, donc qui font quotidiennement, prennent quotidiennement le temps de la réflexion sur leurs actions. C'est super. Donc, on a encore 54% à convaincre du bien fondé de prendre ces temps-là. Et puis, peut-être que déjà les 46% vont aussi découvrir de nouveaux moyens de voilà, entamer cette réflexion et cette introspection qui peut avoir un effet extrêmement positif sur notre travail. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Et donc, ma première question pour toi, Aurélie, est la suivante. Qu'est-ce qu'on entend par reflect and improve? Parce que je dois dire quand même à notre auditoire que avant d'être la panéliste, tu étais quand même la personne qui avait proposé ce thème-là. Et comme il n'y a pas de hasard en Dieu, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est toi qui nous parles de ce thème. Donc, qu'est-ce qu'on entend par reflect and improve? De quoi est-ce qu'on parle? Je pense que c'est une déformation professionnelle, hein. Je suis tellement habitée par le développement des talents que, effectivement, je vois l'urgence aujourd'hui dans les entreprises de prendre le temps de réfléchir, de Mhm, faire de l'introspection. Donc, très, très littéralement, hein, reflect, réfléchir, c'est une réflexion intérieure sur soi, on l'a dit tout à l'heure, sur sa personne, sur ses actions, sur ses expériences, dans l'optique de s'améliorer. On ne réfléchit mhm, pas pour réfléchir, il y a vraiment un but. Le but, c'est de se comprendre, de se connaître, de s'améliorer. Donc, ça peut revêtir plusieurs formes, hein. Une auto-analyse de ses mhm, pensées, de ses émotions, de la relecture, un examen de conscience. Pour nous catholiques, c'est un exercice auquel on est plutôt familier, qui est recommandé quand on se prépare à la confession. Voilà, analyser un peu ses pensées pour identifier le mhm, péché à confesser. C'est d'ailleurs un exercice qui est encouragé quotidiennement. Euh, mhm, Ça peut aussi prendre la forme d'un journal intime. Euh, le journaling aujourd'hui revient à la mode et je m'en réjouis. Écrire ses pensées, ses sentiments permet aussi de clarifier certaines émotions et d'identifier des schémas, des éléments à améliorer. Ça peut quelquefois revêtir la forme de méditation, donc prendre le temps mhm, de se concentrer sur soi-même, vivre le moment présent pour mieux comprendre ses réactions, prendre du recul. Ça peut aussi revêtir la forme d'une auto-évaluation, faire un bilan, où j'en suis par rapport à tel projet que je me suis fixé il y a quelque temps. Comment mhm, j'ai progressé? Euh, Qu'est-ce que j'ai appris de telle expérience? Qu'est-ce que j'ai appris de tel échec? Pour mieux mhm. comprendre ses forces et faiblesses. OK. On peut réfléchir aussi en s'entourant, rechercher du feedback, demander des retours à d'autres personnes sur une performance, sur un comportement, peut offrir aussi des opportunités d'amélioration. On peut se faire accompagner par des coachs, un coach professionnel qui peut aider à explorer aussi certains aspects. On peut faire de l'adoration, rentrer dans le lieu secret, retrouver son Dieu et Mhm, voilà. Donc c'est un rendez-vous avec soi, c'est un rendez-vous avec Dieu, c'est un booster parce que la réflexion pousse à l'action. On ne réfléchit pas pour réfléchir, on mhm, réfléchit pour explorer, pour identifier des causes, pour définir des plans d'action. Reflect, c'est une décision et je pense que notre sondage le montre.
On a vu Mhm. que pour certaines personnes, le chemin n'a pas démarré. C'est pas une routine, c'est pas une pratique. C'est une décision. On décide d'y consacrer du temps, on s'y engage et il faut de la discipline pour tenir si on veut voir les fruits. Pour D'accord. moi, en tant que RH, c'est vraiment une nécessité quand on veut se développer. J'imagine pas comment progresser si on ne prend pas le temps de s'interroger, de se challenger, Mhm. de se projeter. Voilà. Super, super. Alors pour le coup, là, c'est un état des lieux, une définition assez riche. Alors moi, j'ai saisi quand même une idée globale, une idée principale dans ce que tu dis, qui est vraiment, voilà, ce réflexe, c'est un temps d'introspection. Donc, où on est face à soi, où on réfléchit par rapport à ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on a agi, etc. Mais il me semble quand même il y a quand même pas mal de résistance à faire cet exercice-là. La preuve en est qu'aujourd'hui, on a 54% des gens voilà, qui ne le font pas forcément régulièrement, voire pas du tout. En fait, qu'est-ce qu'il y a comme résistance, en fait? Qu'est-ce qui nous empêche de faire cet exercice-là, je dirais, plus spontanément ou plus régulièrement? C'est une très bonne question. Comme je dis, c'est un exercice, c'est une pause salutaire qui a d'énormes bénéfices en termes de productivité, en termes de développement personnel. J'encourage vraiment tout le monde à s'accorder ce temps-là. Et pour moi, les causes ou les résistances que j'identifie sont liées un peu à notre mode de vie. La première, c'est la gestion du temps. On Mhm, court, on est submergé par les tâches quotidiennes, on n'a pas le temps de s'arrêter pour réfléchir. Et pourtant, c'est pour ça que tantôt je parlais de décision. On décide de prendre un temps de réflexion. Et décider de prendre un temps de réflexion, ça veut dire aussi qu'on va réserver dans son agenda ce temps-là. Comme on mhm, réserve un temps de restauration, comme on réserve un date avec un amoureux. On va, on va on va réserver ce temps pour réfléchir. Une autre résistance que j'identifie, toujours en lien avec l'environnement et le mode de travail, c'est vraiment le travail dans l'urgence. On est en mhm, permanence en mode réaction. On passe notre temps à résoudre des problèmes urgents, à gérer des imprévus. Donc, le fait de travailler comme ça comment dirais-je, ça rend difficile de prendre du recul. Et il y a un effet boule de neige parce qu'on ne prend pas le temps. Forcément, on met la pression à tout l'environnement et ça mhm, crée une culture où on ne s'arrête pas, où on est en permanence en train de se réinventer. On pense que ça produit des résultats durables. On a des solutions rapides, mais finalement, si on prenait un peu de recul, on verrait que peut-être que ces solutions sont immédiates, mais plus coûteuses en énergie et même mhm, en argent, quelquefois. À l'échelle de la personne, il peut y avoir aussi des résistances. L'introspection peut amener, peut bousculer mhm. dans ses comportements. On peut se rendre compte qu'on a une tendance à procrastiner, par exemple. Finalement, on peut avoir peur de ce qui peut ressortir finalement de cette introspection quelque part et se Aussi, retrouver face à ses limites, à ses défauts. c'est tout ça, c'est tout à fait ça. Ça peut révéler des émotions aussi, des Mhm. émotions difficiles qu'on n'a pas envie d'adresser, qu'on préfère éviter. Donc, il y a quelque part aussi une forme d'évitement dans cette Tout résistance. à fait, tout à fait. Éviter de voir les choses, éviter de se retrouver en face de ce qu'on a fait de bien ou de pas bien. Donc, il y a un peu, de ce que je comprends, une espèce de fuite en avant, en fait. Ça fait partie des causes. Après, à chacun de reflect et d'identifier les résistances. Qu'est-ce qui me limite aujourd'hui dans la pratique d'un tel exercice? C'est un très bon point. Donc là, du coup, tu nous entraînes à reflect sur reflect, à Check réfléchir sur yourself. pourquoi on ne réfléchit pas. Voilà, c'est un peu compliqué quand même, mais on va y On va arriver. y Donc, arriver. C'est un c'est un bel très bon. exercice. Oui, C'est c'est un un bel bel exercice. exercice, effectivement. C'est un très bon point de se poser la question de pourquoi, en fait, on ne veut pas faire cet exercice-là. Et je pense que le point voilà, de la fuite en avant, d'avoir peur de se retrouver finalement face à ce qu'on est en vérité,
avec soi-même. Ça peut être quelque chose qui nous titille, qui nous dérange, mais qui finalement, Aurélie, est nécessaire si on veut s'améliorer et progresser. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est un exercice tellement bénéfique. Il y a encore un point que j'ai omis, c'est aussi une résistance vient aussi du comment. On ne sait pas par où commencer. Hmm, Donc ça aussi, quelquefois, et il y a aussi la discipline pour ceux qui osent le faire, mais qui ne tiennent pas dans la durée. Voilà, oui. très bien. Euh, Tu vois, dans les résistances, en fait, dont tu parlais, quelque chose qui pour moi, euh, est là, présent, tu vois, quand tu parlais des émotions que cela peut susciter, de prendre ce temps d'introspection. Et est-ce que peut-être on n'est pas parfois dans une émotion qui va nous entraîner dans de l'auto-flagellation? Donc, je pense qu'il y a quand même une limite entre prendre le temps de réfléchir et puis s'auto-flageller qui, pour moi, est a priori un travers inverse dans lequel il ne faudrait pas tomber. Tout à fait d'accord avec toi, hein. L'autoflagellation, c'est un travers. C'est aussi une réflexion critique, mais qui va se différencier par ses résultats. Donc, on va broyer du noir, on va être très, très négatif, alors que la réflexion va nous pousser à identifier véritablement les problèmes, à explorer les solutions et surtout à définir un plan d'action. Je Mm, vais te donner un exemple. On va prendre le cas d'un collaborateur pour qui une présentation devant un comité s'est très, très mal passée. En autoflagellation, il va se dire, par exemple, je suis nul, je suis bon à rien, mm, je n'y arrive pas, je ne suis pas capable de faire ça. Ça, c'est de l'autoflagellation. On reste sur l'effet, sur la mm. frustration, Sur l'émotion. sur l'émotion, effectivement. Et il y a un caractère obsédant, répétitif dans l'autoflagellation. Mm, On va pas chercher à se questionner, on va ressasser ça en permanence et ça va nous entraîner. Donc, l'autoflagellation va se reconnaître par ses fruits, dans une forme de stress, d'anxiété, une perte de confiance, etc. L'introspection, si on garde le même exemple du collaborateur pour qui la présentation s'est mal passée, il peut par exemple utiliser des outils comme les 5 pourquoi. Pourquoi ça s'est mal passé? Peut-être que mhm, parce que j'ai manqué de préparation, peut-être que parce que mes diapos n'étaient pas bien organisés, n'étaient pas lisibles, peut-être j'ai omis des informations, peut-être que je n'ai pas su répondre aux questions qu'on m'a posées. Il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, l'outil des 5 pourquoi permet déjà d'explorer des pistes pour s'améliorer. Il y a un autre outil aussi qui est l'outil de Pareto, donc 80%, 20%, 20%, 20% des causes produisent 80% des effets. L'objectif mhm, est d'identifier les causes principales qui ont occasionné un grand impact. Donc, coupler les 5 pourquoi, quand on a plusieurs options comme ça peut permettre de faire des focus. Et c'est important pour dégager des plans d'action très précis. mm. Si je poursuis C'est par super. exemple avec l'exercice, OK, ça s'est mal passé parce que j'ai manqué de préparation. Pourquoi j'ai manqué de préparation? Dans les options possibles, la principale, ça va être peut-être parce que je n'avais pas accès à des informations ou aux outils Mhm, pour, pour faire cette présentation. Ça peut être la raison prédominante. Pourquoi je n'ai pas eu accès à cette information? Peut-être parce que je n'ai pas compris la demande, je n'ai pas cherché au bon endroit, j'ai manqué d'expérience, c'est la première fois que je le fais. Donc, au fur et à mesure de ce questionnement, on arrive à mettre le doigt sur les éléments et surtout, les solutions apparaissent naturellement. Ça, c'est mm. de l'introspection, c'est de l'autocritique constructive. OK. C'est-à-dire qu'on finalement, on revoit, on relie les événements, non pas avec ses émotions, mais avec beaucoup, je dirais, de froideur quelque part, en essayant d'être factuel.
Exactement, c'est une approche posée, c'est une approche constructive. Oui, Donc, c'est un bon type. Ça veut dire que si on est en train de faire notre introspection et que l'introspection, en fait, ne génère pas suffisamment de pourquoi et ne fait pas apparaître la solution quelque part au problème, ça veut dire qu'on est dans l'autoflagellation et là, on est dans quelque chose qui n'est pas du tout constructif et qui ne va pas nous aider à nous améliorer. oui. Si l'émotion est trop présente et trop pesante, il faut l'adresser. Donc, l'adresser en acceptant déjà, oui, ça s'est mal passé, je suis frustrée. Mm, Une fois que j'ai accepté ça, quelle est la prochaine étape? Il faut rebondir. mm, Donc, rebondir, c'est s'armer d'optimisme. J'ai encore une occasion de rattraper ça. La semaine prochaine, de nouveau, je rencontre le board. J'ai appris de mes erreurs, ça va se bien passer, ça va bien se passer. La présentation ne peut que être meilleure. mhm, On peut aussi dédramatiser quelquefois. On, avec l'émotion, on voit les choses de façon on exagère un peu dans l'impact. Donc, dédramatiser, avoir aussi de l'autodérision peut aider à accepter l'émotion et ensuite à mhm. passer à une approche plus posée, plus constructive, introspective. Est-ce que parler à quelqu'un, ça n'aide pas aussi à dédramatiser, à avoir un regard un peu plus, comment dirais-je, en retrait, avoir un peu du recul par rapport à la situation quand on est dans ce genre de circonstances? Tout à fait. S'entourer aide aussi à avoir une approche plus constructive. Demander des perspectives d'autres personnes, oui, tout à fait, je suis Mm, tout à fait d'accord avec toi. super. Et du coup, quand même, cette philosophie-là de réfléchir et de s'améliorer, ça vient de la philosophie japonaise qui est le Kaizen. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur cette philosophie et comment ça s'articule avec cette amélioration continue qui, à la base, en fait, était faite pour les industries et qui, maintenant, peut être appliquée à notre quotidien et à notre développement, je vais dire, personnel dans notre vie professionnelle ou même personnelle. Très bien. Disclaimer, je ne suis pas spécialiste du Kaizen, mais effectivement, toutes les personnes qui ont travaillé un peu dans l'industrie connaissent bien cette méthode hein, qui a été développée au Japon, je crois, après la Seconde Guerre mondiale et qui a pour objectif d'améliorer de façon continue les processus. Donc, Mm, c'est une méthode qui a été développée, je crois, chez Toyota, dans ses usines. Et le fondement de cette philosophie, c'est vraiment de se concentrer sur des petits changements. Et quand on y regarde bien, une entreprise, ce qui est applicable à l'échelle d'une entreprise peut s'appliquer aussi à l'échelle d'une personne. Et donc, il y a des inspirations de cette méthode du Kaizen qui sont appréciables aussi dans le développement personnel. Dans la sphère personnelle, le Kaizen va par exemple promouvoir des changements graduels et mhm, significatifs, petit pas après petit pas. mhm. Je ne déroule pas tout d'un coup. Si je me fixe tel objectif, je le décompose en plus petits objectifs que je vais mesurer dans le temps pour finalement, après un certain moment, me rendre compte que j'ai atteint l'objectif qui était énorme. Oui. Euh, voilà. Le Kaizen aussi va inviter à s'interroger et donc à identifier les domaines sur lesquels on peut s'améliorer. Il y a une notion de gaspillage dans le Kaizen que je crois qu'ils traduisent par Muda. Muda, oui. Voilà, donc c'est d'identifier dans son quotidien toutes ces habitudes qui sont énergivores, mais qui sont sans valeur ajoutée. Le temps passé devant la télé, le temps passé sur les réseaux sociaux, Devant Netflix. devant Netflix. Donc voilà, c'est également ça. Et puis Oh, finalement, intégrer par des routines, par des bonnes habitudes, cette culture continue d'amélioration. d'accord. Très bien. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Tu vois, là, on a parlé de Kaizen, on a parlé de gaspillage, de petites habitudes, de graduation, gradation dans ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu as des exemples concrets de comment est-ce que je fais cette introspection, comment j'identifie et après,
comment est-ce que je mets en place voilà, des actions concrètes pour pouvoir clôturer les gaps, les endroits où j'ai des écarts, les points que j'ai à améliorer. OK. Alors, il y a un exercice que je fais avec mes enfants parce que c'est une culture. Donc, plus on la pratique, plus on, plus on peut développer très tôt des réflexes. Donc, simplement la revue de sa journée. Comment Mhm, s'est passée cette journée? Et un comment, c'est vraiment pas comment ça va, c'est comment je me sens physiquement, émotionnellement. Qu'est-ce qui s'est passé en moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux? Qu'est-ce qui m'a rendu triste et pourquoi? Donc là, déjà, c'est des éléments qui permettent d'identifier des axes. Aujourd'hui, ce qui m'a rendu heureux, c'était de faire du foot. ah Qu'est-ce- bon, vraiment? C'est un exemple. Qu'est-ce qui te rend heureux, mon garçon, quand tu fais du foot? Quand je fais du foot, j'ai l'occasion de marquer des buts. Et quand je marque des buts, ça me plaît. Pourquoi le fait de marquer un but, ça te plaît? Quand je marque un but, ça me plaît parce que les autres m'applaudissent. Donc déjà, on comprend qu'il y a un besoin de reconnaissance. Mhm. Et ça permet aussi de faire passer d'autres messages comme, voilà. Aussi, l'autosatisfaction, c'est important. Donc, dans les routines quotidiennes, des éléments qu'on peut mettre en place, c'est ce genre de relecture, même à des niveaux enfants. Avoir des focus time, comme je disais tantôt, donc se réserver un créneau. Ce que moi j'aime bien faire quand j'ai des pavés importants dans ma journée, c'est que je m'accorde des Mhm. temps de transition. Après une réunion importante, je ne saute pas vers la première quand je peux me permettre. C'est pas toujours évident. Je disais tantôt que nos environnements ne nous facilitent pas la tâche avec nos façons de fonctionner. Mais quand c'est possible, prendre le temps de la transition en deux moments importants pour rassembler ses idées, pour écrire quelques notes des prochaines étapes, du comment, ça permet de mieux gérer son temps, ça permet de mieux se recentrer sur soi aussi. Le Si je peux matin, me par permettre, exemple, Aurélie, là, sur ce point, peut-être un oui. petit tips à partager. On a tendance, en fait, à mettre des réunions d'1 heure. Et parfois, les réunions, en fait, elles s'enchaînent. Donc, si tu as bloqué une réunion de 15 à 16, il y a des chances que la prochaine réunion, elle soit de 16 à 17. Et donc, comme elles s'enchaînent, on n'a pas le temps de respirer. Donc, un petit tips, c'est que moi, je fais 50 minutes de réunion, en fait. Donc, ça va être de 16 heures à 16h50. Et je vais essayer de faire en sorte qu'à 16h50, Formidable. ça s'arrête de manière à avoir un peu ce temps de respiration où on réfléchit sur comment la réunion s'est passée, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les prochaines étapes avant de sauter dans la réunion d'après. C'est toujours un challenge, hein. Exactement ça. C'est toujours un challenge, mais c'est ça. Moi, de mon côté, je vais faire l'effort de maintenir un écart d'un quart d'heure entre les réunions pour m'assurer d'avoir ce temps de transition-là. Mm. Voilà. Le Donc, tu as matin, parlé de relecture quotidienne, se oui, réserver un créneau, d'autres. se réserver des créneaux. Mhm, Surtout quand on est sur des projets importants, un créneau au quotidien, quand on a des pavés dans la journée qui sont déterminants. Euh, Ça peut être pour ceux qui ont beaucoup de temps de trajet, un moment le matin ou un moment le soir sur le trajet, pour juste se poser. On peut mettre de la musique pour se détendre et puis comment je vais? mm, Aurélie, comment tu vas aujourd'hui? C'est pas juste ça va. On essaie d'aller au-delà du ça va. mm, Comment je vais réellement? Euh, je parlais de routine du matin. Donc, encore une fois, quelque chose qui permet d'être efficace et productif, c'est de visualiser sa journée. mhm. Pas simplement faire une to-do list. Ou si en tout cas on fait une to-do list intentionnelle. C'est pas une liste à la Prévert de tout ce que je dois faire. Mais c'est quoi une to-do list intentionnelle? Une to-do list intentionnelle, c'est une to-do list avec des focus. J'ai peut-être une 50 pages de tâches à faire. Pour cette journée, je me focalise sur ces éléments-là. Très bien. Priorisation. Priorisation.
Comme je le disais tantôt, la gestion du temps va être déterminant dans la discipline et dans l'efficacité de cet exercice. Donc, le matin, je me vide la tête et même si en cours de journée, j'ai des sollicitations, je les rajoute Mhm, en faisant un effort de priorisation. Aujourd'hui, comme je disais, on est dans des environnements où les choses vont vite, où on est quelquefois en mode sapeur-pompier. C'est le mode firefighting dont je parlais. On est dans l'urgence. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas le feu à la demeure, il n'y a pas péril dans la demeure. Donc, les choses ne sont pas si urgentes que ça. mhm, J'ai l'expérience d'une entreprise où le format des mails est réglementé pour permettre aux gens d'aller directement sur le point et surtout de dire dans quel délai ils ont besoin de telle ou telle chose. C'est mhm. un format qu'ils ont appelé STP, comme s'il te plaît, comme pour rappeler aux gens qui doivent être courtois quand ils envoient leur mail. C'est super ça. Quelle est cette entreprise qu'on se fasse embaucher? C'est une culture d'entreprise, Mm, l'introspection. Donc, S pour situation, quelle est la situation, dans quel cadre j'écris à mon collègue, dans le cadre de mhm. l'audit, par exemple. T, la tâche, ce que j'attends de mon collègue, j'aurai besoin de tel ou tel document. Et P, pour quelle période? J'en ai Très bien. besoin avant le... Voilà, ça permet à l'autre de planifier sa journée. Et quand on arrive à créer un environnement où on peut planifier, finalement, l'intelligence collective et la qualité du travail globalement euh, se ressent aussi. Super. Donc, si je récapitule, oui, ah, J'allais ajouter aussi l'habitude du feedback. C'est un ah, mot qui fait peur. C'est un mot qui fait peur pour plusieurs raisons, mais là aussi, pour dédramatiser, plus fréquemment on le pratique, moins on va en faire, on va le sacraliser, on va en faire un moment délicat, inconfortable pour tout le monde. il y a un adage, je ne sais pas si tu connais, qui dit que l'orgueil est aveugle, le feedback lui rend la vue. Je ne connais pas. Effectivement, oui, effectivement. C'est un exercice d'humilité, l'introspection. On est humble, on est en vérité, on est humble. Voilà. Parce que quand on est rempli, effectivement, on Mhm. peut pas recevoir, on ne peut pas, on n'a plus de marge de progression. C'est un exercice d'humilité. Bah, parce Le que du coup, dans ce feedback, feedback-là, tu oui. n'es pas, tu, enfin, tu n'es plus dans l'auto-jugement quelque part, c'est quelqu'un d'autre en fait. Alors, c'est pas un jugement, mais qui va parler de ce que tu as fait et qui va commenter, faire des remarques ou des critiques ou te donner des points d'amélioration par rapport à ce que tu as fait. Tu n'es plus en situation d'auto-évaluation, c'est un regard extérieur qui te permet aussi d'apprécier la situation sous un autre point de vue. Alors, le feedback n'est pas toujours subi, hein. Ce que tu décris, c'est comme si on est, voilà. Il faut aussi le rechercher. Il faut aussi le rechercher. Donc, dans la démarche introspective, je vais vers l'autre pour rechercher sa perspective à lui. Oui, je ne regarde pas que ma perspective. Je dis, si je Oui, fais que tout de à fait. l'introspection, je regarde ma perspective. Si je fais de la relecture quotidienne tout seul le matin, si je visualise ma journée, si je me réserve un créneau, c'est encore moi qui me regarde. Mais là, c'est une opportunité d'avoir quelqu'un d'autre qui me regarde. Oui, ça permet de conforter des approches, des idées, des schémas de comportement. Oui, si on est en vérité avec soi-même, qu'on soupçonne quelquefois. Mais est-ce qu'on aime demander des feedbacks? Alors, tous les RH nous disent que un feedback, c'est un cadeau, c'est précieux. Mais ce n'est pas facile de demander, de recevoir, d'accueillir du feedback, Aurélie. Je confirme, je confirme. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que moi, je recommande de le pratiquer. Le pratiquer, ça permet de dédramatiser la situation. Si on reçoit des feedbacks seulement 3 fois par an à l'occasion
des processus de Mhm. gestion de la performance, forcément, ça va être inconfortable. Et il ne faut pas non plus le faire dans des cadres uniquement formels, en marchant avec la personne dont on demande du feedback, en déjeunant avec la personne. Ça peut se demander partout, ça peut se donner partout. Et c'est même souhaitable qu'un feedback Mhm. positif soit du public praise, donc une louange, une expression de reconnaissance publique. Ça Sauf que galvanise. quand tu le demandes, tu ne sais pas si ça va être un public praise ou ou un lynchage. Oui, il y a des résistances au feedback. On craint le jugement, on n'a peut-être pas très confiance en soi, on est peut-être traumatisé d'expériences du passé. Tout ça voilà, peut être des freins. Et, et vraiment pour Tu as dit qu'il moi, ne faut pas. Pardon, vas-y. et pour moi, pour rendre cet exercice normal, dédramatiser, c'est la pratique. Si Mais je du coup, reçois plusieurs quelle feedbacks devrait dans être la la journée, régularité? Quelle devrait être comment? la régularité quand tu dis c'est la pratique? Parce que là, tu as dit 3 fois par an, c'est pas suffisant. Et tu dis qu'il faut Non, le pratiquer. Donc, à quelle fréquence il faut le pratiquer? Enfin, de manière très concrète, est-ce que à chaque fois que je fais une présentation, je dois demander un feedback aux personnes? À chaque fois que j'ai une tâche à réaliser, est-ce que je dois demander un feedback? Est-ce que je dois attendre quelques jours après, attendre seulement les sessions d'évaluation? Enfin, comment je pratique ça en fait? non, ça doit être un réflexe. Comme tu as cité des exemples qui sont très concrets, hein. Je finis une présentation, comme on peut le demander à un collègue, on peut demander à son manager, on peut le demander à tout le monde. Comment tu as trouvé ma présentation? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire différemment? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que tu as aimé? Mhm, On peut le demander pour tout et tout le temps. C'est pour ça que je crois personnellement que la pratique régulière permet de créer une aisance face à l'exercice. mhm. Et puis pouvoir accueillir aussi les remarques. Alors, on va pas faire un cours aujourd'hui sur comment donner du feedback, mais il y a aussi, enfin aujourd'hui, on peut peut-être parler de comment en fait on accueille ce feedback-là comme peut-être quelque chose finalement qui n'est pas personnel, parce que je pense que parfois le frein aussi, quand on reçoit du feedback et qu'on n'a pas été bon, même quelle que soit, j'ai envie de dire, la diplomatie avec laquelle la personne va le dire, on peut se sentir heurté. Et donc, il y a peut-être quelque part une distance aussi à prendre en disant, j'ai peut-être fait quelque chose qui n'est pas euh, parfait, qui n'est pas au niveau où on m'attendait, mais ça ne remet pas en question ma valeur. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a du mal à accueillir le feedback parce qu'on se retrouve dans une situation où on a l'impression que comme on n'a pas bien fait, on est mauvais ou on est nul et puis on tombe dans l'autoflagellation et ce qui crée des résistances et des peurs d'aller vers cet exercice-là, non? Effectivement. Alors, j'avais un truc qui m'échappe. Moi, je pars du principe que c'est une perspective extérieure Mhm. et on essaie de faire confiance. Il peut y avoir des biais, on est humain, mais ça reste une perspective extérieure qui est supposée être constructive. Et quand on reçoit un feedback difficile, euh, la, la réaction humaine, j'ai envie de dire quasiment épidermique, ça va être de se braquer. Mais au Mhm. contraire, il faut questionner davantage pour comprendre, pour identifier les points d'amélioration. Voilà ce Est-ce que que ce je... n'est pas une opportunité finalement de se réajuster aussi plus vite quelque part? Parce que si tu demandes du feedback régulièrement, tu en auras régulièrement, tu peux t'ajuster régulièrement et en fait, ce n'est pas la session semi-annuelle ou trimestrielle d'évaluation que tu vas découvrir que ton manager ou les personnes avec lesquelles tu as travaillé ont beaucoup de choses à dire et à redire sur ce que tu as fait. Exactement. Avoir une conversation régulière, c'est la clé. Quand on arrive à cet temps fort dans les entreprises, on ne devrait pas avoir de surprise.
si on a Mhm, entretenu la conversation, tout à fait. malheureusement. Mhm. Entretenir la conversation, très bon point. Je pense qu'on va repartir encore avec ça aujourd'hui. Parce que effectivement, ça évite les surprises et l'évaluation de fin d'année ou de mi-parcours ne devrait pas Sans être une redouter. surprise. Tant redouté, oui. Ça devrait Et couler de source, en fait. Ça devrait être une confirmation de tout ce qui s'est passé tout au long de l'année et qu'on a pu ajuster. une conversation parmi tant d'autres. Conversation parmi tant d'autres. Très bien. Tu le dis tellement joliment que j'ai envie d'aller prendre du feedback. Ok, très bien. Aurélie, on a beaucoup parlé d'introspection. Tu nous as donné des éléments sur comment prendre du recul, comment faire cette introspection-là, se nourrir, identifier les points. Maintenant, une fois qu'on les a identifiés, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on passe à l'action, en fait? Je veux dire, à quel moment on arrête l'introspection pour ne pas rentrer dans quelque chose aussi peut-être de trop philosophique et puis on n'arrive pas au bout. Comment est-ce qu'on dit stop? Là, c'est bon, j'ai identifié. Et comment est-ce qu'on met en œuvre justement les points qu'on a identifiés pour pouvoir s'améliorer et s'ajuster? Je vais te ramener à ma définition. L'introspection, c'est une décision. Donc, à un moment, il faut prendre des décisions, Mhm, prendre des engagements. Il faut se définir des indicateurs, donc des objectifs SMART. Il faut avoir de la discipline et il faut s'en tenir. C'est ce qui va permettre de rendre l'exercice fructueux. Autrement, c'est difficile. OK, donc on a la discipline, on le fait régulièrement, L'engagement, 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 mm, ouais. pour pouvoir L'engagement, tenir. puis se fixer des objectifs SMART. Et du coup, quel genre d'objectif là? Parce que peux te retrouver face à, tu vois, tu as donné l'exemple tout à l'heure tu as fait une présentation, la présentation s'est pas bien passée, tu as commencé ta séquence de pourquoi, les 5 P, les 5 pourquoi, donc pourquoi est-ce que la présentation n'est pas bonne? C'est peut-être parce que j'avais pas accès à des informations, pourquoi je n'avais pas accès à ces informations, etc. Donc, quand on fait cet exercice-là, je comprends que la solution, là, elle remonte, mais il peut avoir plusieurs raisons. Imaginons qu'on a 5, 6 causes. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on met en place un plan d'action pour pouvoir y remédier? Est-ce qu'on décide de remédier tout d'un coup? C'est quoi ton approche par rapport à ça? Tout à l'heure, j'ai évoqué aussi un autre outil qui permet d'identifier les causes dominantes. Donc, ça peut être un Mhm, début de démarrer par ces causes qui sont dominantes, mais qui ont des causes principales, celles qui ont le plus grand impact. mhm, Et après, si on reprend l'exemple de la présentation qui s'est mal passée, il m'a manqué des informations. Donc, je me définis un objectif SMART et par petits pas. Encore une fois, couplé avec la philosophie du Kaizen, par petits pas. Donc, je peux mhm, commencer déjà par me fixer une date où je vais prendre rendez-vous avec la personne ressource pour collecter les informations dont j'ai besoin, pour identifier et collecter les informations dont j'ai besoin. Je peux me bloquer un focus time pour travailler à l'analyse de ces informations. C'est concret. Et une fois que j'ai coché toutes ces tâches, je me vois mhm. progresser dans, dans la réalisation de mon objectif. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut, comment dirais-je, décliner les différentes Oui, étapes de résolution, j'ai envie de dire. Oui. OK. Est-ce que tu peux me donner des exemples concrets, toi? Parce que tu nous dis là, on veut savoir si tout ce que tu nous racontes, c'est de la théorie ou est-ce que c'est du vécu, toi, voilà, de choses que euh, tu as identifiées sur certains sujets, comment tu les as améliorées. On a envie de savoir un peu concrètement comment ça s'est répercuté en fait dans ta vie professionnelle. OK. Alors, hmm, j'ai un exemple de feedback qui me vient là spontanément. Mhm.
Alors, quand j'étais, on va dire, en début de carrière, tout feu, tout flamme, j'ai commencé ma carrière en tant qu'analyste des données sociales, donc on Oui. va dire du contrôle de gestion pour les RH. Et je produisais un certain nombre d'indicateurs pour la direction, pour les partenaires sociaux. Et la collecte était, parce qu'on était limité dans le temps, et le volume d'informations aussi était important, était un exercice important et délicat pour ce qu'on voulait faire. Et j'avais tendance à être quelque peu insistante quand j'avais besoin d'avoir des informations de l'équipe admin paye sur les effectifs, sur les données de paye, de rémunération, etc. J'avais tendance à être très, très insistante. Et du coup, d'un point de vue relationnel, ça me mettait quelquefois en difficulté face à mes collègues. Alors, une fois, j'ai Hmm. une collègue qui a attiré mon attention dessus. Aurélie, tu sais, quand tu demandes les choses, l'approche n'est pas toujours adaptée. On a nous aussi nos priorités. Tu es limite harcelante. Voilà. Donc, recevoir ce feedback n'est pas agréable parce que tu as Mhm. l'impression, tu as, quand même la conviction de faire les choses importantes. On a quand même une réunion avec les partenaires sociaux. Il nous faut Mhm. produire les résultats de l'accord égalité homme-femme à défendre. Euh, mais tu comprends, tu vois l'impact. Et du coup, comment est-ce que j'ai traduit ce feedback-là en plan d'action? D'abord, je me suis rapprochée des collègues pour comprendre Mhm. leurs challenges. J'ai essayé d'anticiper au maximum sur mes délais. Je me rapprochais d'elles pour savoir comment est-ce que je pouvais les aider à aller plus vite quand c'était possible. J'ai mieux approfondi la proximité avec elles pour faciliter aussi les choses, hein, parce que quand on est en bon terme avec quelqu'un, même si la personne a des priorités, c'est plus facile d'obtenir des faveurs. Mhm. Donc voilà un peu comment un feedback peut derrière nourrir un plan d'action et puis produire des résultats. Super. Merci beaucoup, Aurélie. C'était très clair. Madame la voix off, il est 21h53. Oui, Je déjà. propose déjà, le temps passe tellement vite avec toi. Je propose qu'on prenne des questions dans le chat de nos auditeurs. Et nos auditeurs, spectateurs, ils n'ont pas été très causants. Je pense que soit tout était très clair, soit ils écoutent ça en mode podcast, donc ils sont pas très attentifs. Mais le bon soupçon va dire que tout était très clair. Donc j'ai pas de questions, mais la seule chose, enfin les choses que je peux faire remonter, il y a eu quelques remarques sur Will, enfin Catherine qui confirme la peur de l'introspection qui est un véritable problème. Suzy réagit en disant savoir par où commencer. C'était au moment où on se posait la question de par où on commence dans cette affaire d'improve et de reflect. Et puis, voilà, Catherine a dit c'est d'une clarté déconcertante, donc je pense que c'est pour ça. Et puis il y a Chloé qui a vraiment dit merci pour ce séminaire. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai encore fait les frais de l'autoflagellation jusqu'à oublier ma légitimité parce que mes émotions prennent le dessus. Donc Hmm. c'est un peu ça. Par contre, bon, ce que je peux proposer avant peut-être en attendant que les autres questions arrivent, c'est de faire passer le deuxième sondage. Let's Make a Plan qui rend les choses un peu plus concrètes. Donc, il y a une seule question qui se pose à tout à chacun. Voilà. Donc, chacun doit répondre soit dans le chat, soit au sondage. Mais quelle est l'action concrète ou l'outil pratique que tu peux mettre en œuvre dès maintenant dans tout ce qui a été partagé par Aurélie et Raïssa? Donc, quelle est l'action concrète?
ou l'outil pratique que tu peux mettre en œuvre dès maintenant. Voilà, on est à peu près 30 personnes. Et puis en attendant que les uns et les autres répondent, on a Annie qui a posé une question. Comment fonctionner avec un management en mode pompier? On n'a pas le temps de l'introspection. Alors, le mot pompier va créer de l'épuisement. À un moment, le management ne va pas trop aimer ça, hein. L'absentéisme, burn-out, démission. Voilà, c'est peut-être des indicateurs qui vont à un moment attirer l'attention. Mais j'ai envie de conseiller à Annie de donner du feedback à ce management. Très bien, mais c'est un très bon point. Comment est-ce qu'on fait pour donner du feedback à son manager? Gang, gang, je fais la musique. C'était une On question est pour toi, encore, Aurélie. on est Parce que, encore dans... alors, quand on est, comment dirais-je, subalterne, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on reçoit le feedback, donc on a peut-être un peu une attitude d'humilité, etc. Mais après, bon, c'est le manager. Comment est-ce qu'on lui dit, en fait, comment est-ce qu'on trouve les mots pour lui dire, là, tu n'as pas assuré ou là, c'est compliqué. Voilà. Des tips, Aurélie. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que le rapport de force n'est pas équilibré. La culture d'entreprise peut être un facilitateur. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc, une entreprise où c'est une valeur qui est clairement affichée, où le manager lui-même, il est challengé par rapport à cette proximité, va favoriser plus d'échanges, aussi bien bottom-up que top-down. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc, par rapport à ça, alors, j'ai un peu perdu le fil de mes idées. Si on est en difficulté pour donner du feedback à son manager, est-ce que on est en capacité d'exprimer aussi des difficultés? Si ni l'un ni l'autre n'est possible, ça veut dire qu'il y a un vrai problème, on va dire il y a un problème organisationnel. Parce que je ne suis pas capable d'exprimer mes difficultés, je ne suis pas capable de donner du feedback. Ça peut être une porte d'entrée pour donner du feedback. J'exprime une difficulté à mon manager, c'est aussi un moyen de lui donner du feedback. Hmm. C'est finalement d'être très factuel Oui, 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 et c'est de ne ça. pas être dans l'émotion. Et donc, l'émotion est la conséquence sûrement d'une manière de fonctionner, etc. Mais en allant le voir, d'être hyper factuel, finalement, disant, ben voilà, je rencontre des difficultés C'est ça. parce que je n'ai pas suffisamment de temps, de délai, etc. Donc, finalement, on dit appeler un chat, plutôt que de tourner autour du pot et puis de mettre en avant, même si elle est légitime, la fatigue et l'impact émotionnel que que la situation peut avoir sur nous. Exactement. Maintenant, si on est dans un environnement où on peut même pas exprimer ses difficultés, là, forcément, ça va être difficile. Mais ça peut être une donnée d'entrée. Voilà. Et dans Puis le... la forme aussi compte, non? Tout à fait, tout à fait. Rester sur les faits, ça permet de d'écarter, mais s'il y a de l'émotionnel aussi, il faut pouvoir adresser l'émotionnel. Oui, tout à fait. On ne va pas l'occulter. Mm. Après, je pensais à la forme, en fait, du message, parce que je pense qu'il y a une valeur qui est universelle, qui est le respect dans la Oui, manière de s'adresser aux gens aussi révoltés ou embêtés que la situation puisse paraître. C'est essayer de garder quand même son calme et puis d'avoir un ton euh, qui, qui soit suffisamment respectueux et venant pour quand même ouvrir la discussion, même si c'est des sujets difficiles à aborder. c'est ça. Je suis d'accord. Super. On est aligné. Est-ce qu'on a d'autres réactions, d'autres questions? Non, non, non. Sinon, on regarde les Ah, alors, attendez, résultats. une autre question qui vient de Saliou Fanny. Je voulais savoir dans le cas
je pense que c'est dans le cas où il n'est pas collaboratif, est-ce qu'on peut le contourner pour voir son supérieur par rapport au feedback? Là, je pense qu'on peut faire une conférence sur comment gérer son manager. Euh, oui, alors, il y a plusieurs approches. J'ai envie de vous parler un peu de l'approche à l'africaine, hein. Trouver une personne de confiance. Sous d'autres cieux, on appelle ça des ombudsman ou comment dirais-je? Euh, les termes m'échappent. Voilà, on appelle ça des ombudsman, donc des personnes de confiance qui peuvent servir de courroie pour passer le message au manager. Si nous-mêmes, on a du mal, trouver une personne de confiance qui peut parler pour nous. La personne de confiance, ça peut être les ressources humaines, ça peut être un autre manager de son niveau, ça peut être un autre collaborateur avec qui sait un peu mieux s'adapter à la personnalité du manager. Ça peut être le médecin d'entreprise. Voilà, trouver une personne qui peut avoir de l'impact quand on est vraiment en difficulté. Mais donc, il ne faut pas s'adresser directement au N+2. Ça peut être, après, ça dépend de la culture de l'entreprise, hein. Si dans la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est admis, oui. Pour moi, il faut regarder à l'objectif, réellement, hein. Regarder à l'objectif et puis, parce que je veux faire passer tel message, quel est le moyen, qui est la personne qui peut, sans dégrader la relation, sans dégrader le climat de travail, faire passer ce message-là quand nous, on a plus de mal. Ça serait mon conseil. Mm. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord avoir essayé au moins de parler au manager avant d'escalader? Oui, bien sûr, il faut toujours essayer. Toujours privilégier la relation directe. On était OK. plutôt dans l'optique où, voilà, on a vraiment du mal. Mm. Et en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, hein. On va dire, c'est quelque chose qui est emprunté de nos traditions. On a toujours des émissaires, mais c'est quelque chose qui marche bien pour établir des relations manager-manager qui peuvent être délicates. Super, merci pour le tips. Madame la voix off, on a quelques résultats du sondage. Alors sur le sondage, bon, seulement 8 personnes ont répondu, mais il y a pas les réponses en fait. En gros, l'action concrète n'est pas mentionnée, donc j'invite peut-être les gens qui ont répondu à le mettre dans le chat. Quelle serait l'action concrète ou l'outil pratique que vous pourriez mettre en place dès maintenant dans ce souci d'amélioration continuelle? Alors, Suzy dit Pareto. Annie dit s'acheter un carnet de notes. Si d'autres personnes veulent réagir, n'hésitez pas, il reste exactement 1 minute. Alors moi, je vais réagir. Moi, j'ai bien aimé les 5 P là, se poser les questions de mais pourquoi, mais pourquoi, jusqu'à arriver, jusqu'à buter à l'endroit où on ne peut plus, on ne peut plus poser la question pourquoi. J'aime bien cette approche qui consiste à creuser pour aller chercher la cause racine. Très bien. À chacun sa méthode, ce qui nous met à l'aise. Le plus important, c'est de se lancer et puis de s'en tenir. Voilà. Super. Si on n'a pas d'autres commentaires dans le chat, on va clôturer la séance. Ashley? On on n'en a pas. Super, super. Ben, merci beaucoup Aurélie pour ce moment, pour cet échange qui était extrêmement riche. On repart avec plein de choses. On a appris qu'il fallait faire cette relecture quotidienne, un peu comme l'examen de conscience qu'on peut faire en tant que chrétien tous les jours avant de se coucher. Moi, je le fais plutôt avant de me coucher, de ressasser un peu la journée et puis de voir où est-ce qu'on a été bon et où est-ce qu'on a été moins bon.
Merci de nous avoir aussi encouragés à se réserver des créneaux justement pour faire cette relecture-là, extrêmement important. Visualiser la journée, j'ai marqué aussi, être intentionnel dans sa to-do list plutôt que de faire une liste à la Prévert, mais de plutôt chercher à prioriser et finalement appliquer quelque part le 80-20, hein. Quelles sont les tâches qui vont avoir plus d'impact et sur lesquelles je devrais me mettre en priorité. Le feedback, hyper important. Donc, apprendre à en recevoir et à en donner. Et puis, donc, comme je disais tout à l'heure, les 5 P. Merci infiniment à tous d'avoir assisté à cette Merci à toutes conférence. les Le deux. replay sera disponible sur YouTube. De rien, c'était un plaisir. Le replay donc sera disponible sur YouTube. Vous pourrez y aller pour revoir la conférence et puis noter éventuellement les choses que vous n'avez pas pu noter en live. Sur la page YouTube est aussi disponible donc les épisodes du podcast. Et puis, ben, nous, on vous donne rendez-vous avec The Huge Ashley à la fin du mois d'avril avec donc un nouvel épisode du podcast qui va justement traiter de ce point de l'amélioration continue vu sous l'angle de la foi. Je vous souhaite une excellente soirée. Encore une fois, un grand merci à Aurélie et à Ashley. Bonne À très soirée. À bientôt. très bientôt. Prenez soin de vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.